Saint-Jean est une ville portuaire située sur la baie de Fundy, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Ces images montrent le cortège funèbre auquel participe la quasi-totalité de l'élite politique et économique du Canada. Des politiciens, des industriels et des hommes d'affaires de premier plan sont venus à Saint-Jean pour les funérailles de Richard Holland, un industriel, entrepreneur et philanthrope de renom, décédé à l'âge de 69 ans. Richard Holland est né en 1941. Il était le deuxième enfant de la famille, le premier-né de la famille est son frère aîné, Derek Holland. La famille Holland est très riche. Depuis plusieurs générations, ils font partie de l'élite de la société canadienne, au même titre que d'autres familles influentes de la région, comme les Irving et les Crosby. La famille Holland influence la vie politique et financière du Canada. En 1867, les ancêtres de Richard ont fondé la compagnie de bière Moosehead. Le père de Richard, Philip Holland, a longuement réfléchi au choix de son successeur. En 1981, le chef de famille a choisi son fils aîné Derek pour le succéder. Richard a alors décidé de quitter l'entreprise de son père en raison d'une série de désaccords entre lui, son père et son frère. De ce fait, on peut déjà remarquer que Richard avait un caractère bien trempé. Ainsi, pour tracer son chemin, il a créé sa propre entreprise dans sa ville natale, a créé et développé 3 entreprises à partir de rien et est devenu un homme d'affaires prospère avec une fortune de 37 millions de dollars. Il a gagné le respect et la renommée de ses concitoyens. Richard a eu l'honneur de diriger l'organisation des Jeux olympiques canadiens d'été de 1985. Richard était marié à Constance Catherine Holland, avec qui il a vécu jusqu'à la fin de ses jours pendant 46 ans. Le couple a eu 3 enfants, 2 filles, Elisabeth et Jacqueline, et un fils, Dennis. Le 7 juillet 2011, le corps de Richard Holland a été retrouvé dans le bureau de son entreprise, situé au 2e étage d'une vieille maison au 52 Canterbury Street à Saint-Jean. La macabre découverte a été faite par l'attachée de presse de Richard, Maureen Adamson. Elle travaillait pour lui depuis au moins 30 ans. La femme est arrivée au bureau vers 9 heures, a essayé d'ouvrir la porte avec sa clé. La porte semblait être ouverte. Maureen est alors entrée dans la pièce. La porte du bureau était ouverte. En entrant dans le bureau, la femme a vu le corps sans vie de son patron étendu sur le sol. Il y avait des mares de sang partout. Terrifiée, Maureen a immédiatement appelé la police. Une patrouille de police a été envoyée sur le lieu du crime. Le sergent de police, Mark Smith, a rappelé plus tard qu'il n'avait jamais été confronté à un crime aussi violent. Le bureau de Richard était littéralement couvert de sang. Le corps de l'homme assassiné gisait près d'une table. La victime a reçu plus de 45 coups de couteau. Richard avait aussitôt succombé après tous ces coups de couteau. Les blessures étaient à la tête, aux bras et au cou, avec des blessures aux mains et aux paumes, indiquant que la victime avait essayé de résister au tueur. Apparemment, le tueur a continué à frapper même lorsque Richard était déjà mort, car il y avait une blessure grave à la tête. Le crâne a été brisé avec un objet contondant. Les côtes ont été cassées. Probablement l'agresseur a donné les coups de pied à la victime. Des traces de sang ont été retrouvées sur l'ordinateur de son bureau, sur une chaise, sur des classeurs et sur un emballage de pizza vide dans une poubelle. Les enquêteurs ont directement compris que l'attaque n'était pas un vol. Il était plus probable que quelqu'un ait fait ça pour une quelconque raison. Ça pourrait être un rival en affaires. Aucune arme du crime n'a été trouvée sur les lieux et le téléphone portable de la victime avait disparu. Le corps du défunt a été transporté à la morgue pour une autopsie. Les résultats de l'autopsie étaient les suivants. Le médecin légiste, Oterna Simoudine, a relevé 45 blessures sur les bras, le cou et la tête de Richard. Le crâne de la victime a été fracturé en 6 endroits. 4 coups avec un objet contondant ont laissé une blessure jusqu'à 10 cm de large et jusqu'à 2 cm de profondeur. Les plaques orbitales autour des yeux de la victime ressemblaient à une coquille d'œuf fêlée. Le corps de Richard a été retrouvé sur le sol face contre terre. Par conséquent, cette blessure aurait pu être causée à la suite d'une chute face contre terre. Une ecchymose d'environ 12 cm a été trouvée sur sa poitrine. Mais ce n'était pas lié à cette agression. Le coup porté au niveau de la poitrine avait été infligé plusieurs jours avant l'agression. Aucun alcool n'a été trouvé dans le sang de la victime. Cependant, une très petite quantité a été trouvée dans l'urine de Richard.
Cela indiquait que quelques heures avant l'attaque, il avait bu, car lors de l'inspection de son bureau, une bouteille de bière ouverte a été retrouvée. Les enquêteurs ont commencé à interroger les parents et les amis de la personne décédée. On a découvert que Richard avait été vu pour la dernière fois la nuit précédente, vers 6 heures du soir le 6 juillet. Il devait rencontrer son plus jeune fils, Dennis. Selon les employés du magasin situé sous le bureau de Richard, ils avaient entendu des bruits étranges cette nuit-là. Les bruits étaient comme des coups violents contre un mur. Les policiers ont commencé à s'interroger de l'atmosphère relationnelle dans la famille Holland. Dennis a été appelé pour être interrogé. Contrairement aux autres parents, il a été interrogé séparément. L'interrogatoire, enregistré par caméra, a duré plus de 5 heures. Il s'est avéré que la relation entre Richard et Dennis n'était pas facile. Richard était un homme très exigeant. Il passait presque tout son temps au travail et voulait que ses fils suivent ses traces, mais lui et Dennis avaient de nombreux désaccords sur la gestion de l'entreprise familiale. Dennis a donc immédiatement écarté l'idée de travailler pour son père. C'était un personnage trop complexe. Après avoir obtenu son diplôme, le fils cadet s'est installé à Toronto, où il a trouvé un emploi d'analyste financier dans une grande entreprise. Finalement, Denis est retourné à Saint-Jean et a obtenu un emploi de consultant financier dans une grande banque. Son père Richard était l'un des clients de la banque. On a également appris que Dennis devait à son père la somme importante de 500 000 $. Dennis avait emprunté cet argent à son père pour acheter une maison. Le reste de l'argent pour cet achat, il l'a pris à crédit, mais au final, il n'a pas pu payer ses dettes et s'est retrouvé au bord de la faillite financière. Mais son père n'était pas pressé de l'aider. Ils ont également réussi à découvrir que Dennis avait une petite somme d'argent sur son compte personnel. C'était seulement 16 000 $. Denis a confirmé que son père avait de grands espoirs pour lui, mais qu'il n'a pas été à la hauteur. Il était difficile avec son père de ne pas seulement discuter des affaires. Tout était trop régi à la maison. Dans la maison de son père, il était impossible de faire le moindre mouvement inutile, même au dîner. Tout était documenté. Contrôlé comme s'il s'agissait d'une réception de haut niveau, Richard exigeait que tout soit parfait. Dennis se souvenait du dîner de Noël que son père avait organisé il y a quelques années. Ces soirs-là, Dennis est allé à la cuisine, a pris un gâteau d'anniversaire, il a versé du rhum dessus et y a mis le feu. Il l'avait déjà fait auparavant, mais cette fois, il n'a pas calculé le temps. Jusqu'à ce qu'il arrive à la salle à manger, le gâteau s'est très brûlé. Pour cela, son père a simplement attaqué Dennis avec ses poings. Le sergent Davidson, qui a mené l'interrogatoire, a déclaré que selon les enregistrements des caméras de surveillance installées sur la façade de l'immeuble où se trouvait le bureau de son père, Dennis était la dernière personne à quitter le bureau. Dennis n'a pas nié la visite à son père. Cependant, une fois de plus, il a assuré qu'il avait quitté le bureau en toute tranquillité. En interrogeant Dennis, le sergent Davidson n'a rien remarqué d'étrange dans son comportement. Il communiquait avec désinvolture sans être inhibé, se permettant même parfois un sourire. Il a affirmé que malgré ses différends avec son père, il ne l'avait pas tué. Il n'avait aucune raison de vouloir la mort de son père. Quand on lui a demandé qui aurait pu vouloir la mort de Richard, Dennis a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne pensait pas que ses concurrents auraient pu le faire. La seule personne à laquelle il pouvait penser était la maîtresse de son père, Diana Sedlacek, dont il ne savait pas grand-chose sur elle. À la 4e heure d'interrogatoire, Dennis est resté silencieux et a cessé de répondre aux questions. Les détectives ont décidé de changer de tactique. Le sergent Davidson a quitté la salle d'interrogatoire. Il a été remplacé par l'agent Keith Copeland. Keith est entré dans l'interrogatoire avec plus de force. Immédiatement, il a déclaré que Dennis était le principal suspect. Il avait vu le déroulement de tout l'interrogatoire depuis la salle secrète et pensait que Dennis avait tué son père dans un excès de colère. Il a compris que Richard harcelait constamment son fils, qu'il manquait de respect à sa femme, la mère de Dennis, sans compter les problèmes financiers. Ainsi, confronté à ces circonstances, Dennis n'en pouvait plus et a tué son père. Keith a amené le suspect à croire qu'il avait commis un homicide involontaire. Keith a déclaré que Richard était apparemment un homme méprisable. De cette façon, le gendarme a essayé de faire parler le suspect. Mais Dennis était inébranlable. Il a déclaré qu'il ne dirait plus un mot sans la présence de son avocat. Les enquêteurs se sont renseignés sur la maîtresse de Richard, Diana Sedlacek. Il s'est avéré que lors de cette soirée fatidique,
Elle avait tenté à plusieurs reprises de contacter Richard. Elle lui avait écrit de nombreux messages dans l'espoir de le rencontrer. Mais Richard n'avait pas répondu aux messages, n'avait pas non plus répondu aux appels. En conséquence, elle a passé la soirée à la maison avec son mari Jiří Sedlacek, avec qui ils avaient une relation tendue. Et la tragédie qui s'est produite, elle l'a appris par les communiqués de presse du lendemain. Diana Sedlacek travaillait comme agente immobilier dans la ville. Elle a été sollicitée par Richard pour ses services. Richard a appris à la connaître et ils se rencontraient souvent 3 fois par semaine. Ils se rencontraient souvent dans le bureau de Richard. Parfois, ils se retrouvaient à l'église le dimanche. Parfois, elle l'accompagnait lors de voyages d'affaires. Plus tard, le mari de Diana, Jiří Sedlacek, 87 ans, a confirmé que sa femme était avec lui ces soirs-là. Jiří alors était soupçonné d'avoir tué Richard. Il avait un motif de jalousie, mais, avec ses avocats, il a réussi à prouver qu'il n'était pas au courant de l'infidélité de sa femme, et il n'a découvert sa liaison avec Richard qu'après le meurtre. Cependant, Jiří n'a pas nié qu'il connaissait Richard depuis un certain temps, et qu'il l'avait rencontré plusieurs fois au cours des dernières années pour des questions d'affaires. Les détectives ont pu établir que, selon le testament laissé par Richard, Denis devait devenir l'exécuteur testamentaire de son père à sa mort, et son fils devait également devenir le président des 3 entreprises de son père. 2 semaines après le tragique événement, les policiers ont annoncé au public qu'une personne proche de Richard Holland était impliquée dans le meurtre. Au même moment, une perquisition a été effectuée au domicile de Denis. La recherche a été effectuée avec un soin extrême. Cependant, cela n'a donné aucun résultat. Près de 2 ans et demi ont passé. Le 12 novembre 2013, la police a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé qu'un suspect dans cette affaire avait été placé en détention. Les détectives ont trouvé des preuves irréfutables de sa culpabilité. Selon la police, Denis a quitté son bureau à 17 heures précises le 6 juillet 2011. Une caméra de vidéosurveillance a enregistré le moment. Dans sa Volkswagen argentée, il s'est dirigé vers le bureau de l'entreprise de son père et a garé la voiture sur le parking près du bureau. Il est resté dans le bureau de son père pendant quelques minutes, puis a quitté le bureau, mais à 17h25, il est retourné au parking à côté du bureau de son père. Puis il a quitté le bureau, est parti en voiture et est revenu. Après quelques dizaines de minutes de visite au bureau, il est parti. 5 minutes plus tard, il a quitté le bureau. Pour ses allers-retours, Denis a expliqué que c'était dû au fait qu'il oubliait sans cesse des choses dans le bureau de son père. De plus, des représentants de la police ont déclaré avoir soigneusement étudié l'enregistrement de l'interrogatoire initial du suspect. Denis avait rapporté aux enquêteurs que le jour du meurtre de son père, il portait exactement les mêmes vêtements qu'il avait sur lui le jour de l'interrogatoire. Un t-shirt à col bleuté, un pantalon marron clair et des bottes noires. Mais c'était un mensonge. Une caméra de surveillance dans l'un des cafés de la ville a enregistré Denis lorsqu'il a quitté le café. Comme vous pouvez le voir, il porte une chemise blanche et une veste marronne. Il s'est avéré que le lendemain, les 7 juillet, la veste de Denis a été remise à l'un des nettoyeurs à sec de la ville. Lors du premier interrogatoire de Denis, les enquêteurs avaient laissé le suspect seul dans la salle d'interrogatoire. Plus tard, en regardant l'enregistrement de l'interrogatoire en détail, les détectives ont remarqué que Denis, en leur absence, s'était dit quelque chose à voix basse. Ces mots étaient les suivants. « J'étais là, et puis je suis parti. Puis où suis-je allé après cela ?» On pourrait supposer que Denis n'avait pas les idées claires au moment de l'interrogatoire. Mais les enquêteurs ont insisté sur le fait que c'était un meurtre planifié. Denis devait à son père une grosse somme d'argent et ne voyait apparemment pas comment la rembourser. Lors d'une seconde perquisition au domicile du suspect, la même veste Hugo Boss de couleur marron a été trouvée. Bien que la veste avait été nettoyée à sec, plusieurs petites taches de sang y ont été trouvées. L'examen ADN a montré que le sang appartenait à Richard Holland. Les enquêteurs savaient que le vol n'était pas la cause du meurtre, car dans le bureau de Richard après sa mort, on avait trouvé une montre Rolex, en or très cher, un portefeuille avec de l'argent liquide, les clés d'une voiture. Seul le téléphone portable appartenant à l'homme assassiné manquait. Lors du premier interrogatoire, Denis avait déclaré qu'après avoir visité le bureau de son père, il s'était rendu dans la banlieue du centre de Saint-Jean, une ville appelée Rotsey, dans l'espoir de rencontrer ses enfants.
Le soir du 6 juillet à 18h48, la victime avait reçu un message de sa maîtresse Diana sur son téléphone. Elle avait écrit qu'elle aimait Richard et qu'elle était sur le chemin du retour pour l'attendre. L'opérateur de téléphonie mobile a fourni alors la géolocalisation du téléphone de Richard ces soirs-là. Le téléphone se trouvait dans un rayon d'1 kilomètre de l'antenne cellulaire située dans la ville de Rothsay. À l'embarcadère de cette ville, Dennis avait un yacht amarré. Le 19 décembre 2015, Dennis Holland a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 ans. Le verdict a été accueilli par des pleurs et des protestations de la part des membres de la famille Holland. Pratiquement toute la famille Holland clamait l'innocence de Dennis Holland, particulièrement sa mère Constance Holland et son oncle Derek Holland. Mais Dennis n'a passé que 10 mois en prison, car le 24 octobre 2016, la Cour d'appel a annulé la décision du tribunal après l'appel de Dennis. La Cour a estimé que le juge de première instance avait commis une erreur de condamnation. Le jugement a été rendu par un juge unique, qui s'est appuyé sur le témoignage de 3 témoins. Cependant, les preuves vidéo présentées ultérieurement ont montré que Denis était à Rothsay vers 8h30 du soir, le jour de la mort de son père. Il avait fait des courses dans le magasin avec sa femme et 2 témoins qui se trouvaient dans le magasin situé sous le bureau de Richard. Ce soir-là, ont déclaré qu'ils avaient entendu des bruits sourds venant d'en haut entre 7 et 8 heures du soir. Si nous nous souvenons bien, Dennis a quitté le bureau à 7h30 du soir. Le dossier a été renvoyé pour réexamen. Le 19 juillet 2019, lors du nouveau procès, le juge Terence Morrison a déclaré Dennis Holland non coupable de meurtre au second degré. Dans un résumé de sa décision, Terence Morrison a dit que la Cour n'a pas réussi à établir la culpabilité de Dennis Holland hors de tout doute raisonnable. Il a mentionné un doute relatif à l'heure du décès de Richard Holland et a déclaré que les procureurs avaient échoué d'établir un mobile pour le meurtre. Moins d'1 an après, Dennis Holland a été déclaré non coupable du meurtre de son père. Et voilà, c'est la fin de cette histoire troublante. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires sur cette histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour une nouvelle vidéo.